Il est temps de retrouver Olivier Nederland et ses chroniqueurs des médias francophones publics qui vous livrent leur regard sur l'actualité. Bienvenue dans votre rendez-vous avec l'accent des autres. Voici, comme chaque semaine, l'essentiel de l'actualité de la semaine au sein des médias francophones publics. C'est avec la radio-télévision suisse, France Inter, Radio-Canada, la RTBF et RFI. Et on va commencer aujourd'hui avec ce rapport qui a fait l'effet d'une bombe littéralement en France, dans le monde entier d'ailleurs aussi. Le très attendu rapport Sauvé a révélé cette semaine l'existence au sein de l'Église catholique d'au moins 3000 prêtres pédocriminels, plus de 300 000 enfants abusés. Karine Bécard, les chiffres qui ont été publiés sont absolument ahurissants. Oui, la parole des victimes a cette fois été entendue, des victimes depuis les années 50, puisque la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église a disséqué pendant 3 ans ce qui s'était passé ces 70 dernières années. Et bien sûr, les victimes et les familles des victimes, aujourd'hui, vous les entendrez, se disent évidemment soulagés. En Belgique, un homme se retrouve poursuivi devant une cour d'assises pour délit de presse, Jacques Kremers. Les assises qui jugent habituellement des crimes comme des assassinats ou des meurtres. Ce procès est donc inédit. Et c'est effectivement une première. L'homme est en fait poursuivi pour un délit de presse sur un réseau social, accusé d'avoir proféré des insultes et des menaces envers les femmes. Au Canada, cette décision prise par le gouvernement fédéral, tous ses employés, les employés fédéraux donc, devront être vaccinés contre la Covid-19, Benoît Audet. Ils ont jusqu'à la fin du mois d'octobre pour recevoir le vaccin, faute de quoi ils seront placés en congé sans solde. Et à propos de la vaccination encore, nous verrons qu'en Suisse, l'idée d'offrir un bon d'achat à ceux qui convaincraient un indécis de se faire vacciner, eh bien, ça fait un flop, Pierre Chauffa. Les cantons torpillent en effet cette proposition du gouvernement, argument les incitations financières dans le domaine de la santé ne sont éthiquement pas acceptables. Enfin, sur le continent africain, Nicolas Sûr, nous reviendrons avec vous sur cette crise ouverte entre la France et l'Algérie. Rappel de l'ambassadeur algérien, interdiction du survol du territoire par les avions militaires français. On n'a pas du tout apprécié à Alger des propos du président français rapportés dans la presse jeudi dernier. Voilà pour le sommaire, vous écoutez l'accent des autres. Un véritable séisme pour les responsables catholiques. Le rapport Sauvé du nom de son auteur est donc particulièrement accablant. Il a répertorié les violences sexuelles commises ces 70 dernières années au sein de l'Église française. 216 000 victimes, toujours vivantes, abusées quand elles étaient enfants et même jusqu'à 330 000 victimes si on inclut ceux qui ont été agressés par les laïcs au sein de l'Église. La question de la réparation a déjà commencé à se poser, mais pour de nombreuses victimes, il était surtout important que les faits d'abord soient reconnus et que la responsabilité de l'Église soit clairement établie. Un vrai soulagement, notamment pour Patrick Goujon, il est prêtre jésuite et il a subi des agressions sexuelles répétées quand il était jeune. C'est le sentiment pour la première fois que les choses sont dites avec la plus grande clarté. Pour qui que ce soit, mais moi qui ai été victime, c'était une étape nécessaire, attendue. C'est un cap qui est franchi. De sortir d'un langage qui atténue, qui euphémise en permanence, c'est absolument capital. Je dirais la même chose des prises de parole de Monseigneur Éric Moulin-Beaufort et de Véronique Margron. C'est-à-dire que l'un et l'autre ont montré comment l'Église peut aussi accueillir ce document en étant eux-mêmes bouleversés. C'était très fort. Moi, je l'attendais. Une parole où le responsable de l'épiscopat français parle de sa honte. C'est une première étape décisive, mais tout le travail est devant nous, l'Église catholique en particulier. On vit un moment capital, clé. Je parle de moment chirurgical. Ça fait mal, mais c'est une opération nécessaire pour soigner. Le père jésuite Patrick Goujon, interrogé par France Inter, il vient de sortir un ouvrage, son titre « Prière de ne pas abuser ». C'est un livre dans lequel il raconte comment il a pris conscience qu'il avait été abusé à la fin des années 70. En Belgique, à présent, une cour d'assises s'apprête à juger un homme accusé de propos haineux et menaçants diffusés sur les réseaux sociaux à l'égard des femmes. C'est une première devant cette juridiction, Jacques. C'est un procès qui débutera lundi devant la cour d'assises de Liège. Après 7 semaines, la constitution du jury. Un homme âgé d'une trentaine d'années est poursuivi pour ses écrits sur le réseau social Facebook. Il y a notamment critiqué la tenue vestimentaire d'une jeune femme victime d'une tentative de viol, estimé qu'elle portait une tenue provocante, affirmant encore qu'il serait un nouveau tueur de masse. Des publications et d'autres aussi qui expriment une
une haine envers les femmes et les féministes, mais pour une fois, de telles expressions réitérées pourraient bien ne pas rester impunies, même si l'avocat de l'accusé minimise. Nous sommes face à une affaire qui est banale en tant que telle, puisque très régulièrement, et je dirais même tous les jours, voire toutes les heures, des propos assez colériques sont tenus sur les réseaux sociaux. Et s'ils devaient systématiquement faire l'objet d'une cour d'assises, il est bien évident que nous n'en sortirions pas. Et pourtant, cette fois, l'homme doit répondre d'un délit de presse, ce qui relève bien de la compétence de la cour d'assises. Ce sont donc les 12 jurés, un jury populaire composé de 6 hommes et 6 femmes, qui dira si les affirmations sont effectivement banales ou pas. Oui, donc Jacques, il pourrait cette fois y avoir effectivement condamnation, parce que vu la lourdeur du dispositif d'installation d'une cour d'assises, ce genre de délit se solde le plus souvent finalement par l'impunité. En effet, mais il est question de modifier la Constitution pour sanctionner de telles expressions abusives, à l'incitation au racisme ou au négationnisme, qui est aujourd'hui poursuivi devant le tribunal correctionnel. On pourrait y ajouter l'incitation à la haine ou à la violence. Le procès devrait durer 3 jours. L'accusé risque une amende et une peine de prison. Et on notera en lien avec cette affaire belge qu'en Suisse, un simple like, un simple j'aime sur les réseaux sociaux peut, Pierrand, conduire devant un tribunal. La plus haute instance judiciaire du pays l'a confirmé, c'était en février 2020. Le fait de partager ou de simplement cliquer sur le bouton j'aime d'une publication sur Twitter ou Facebook revient à propager un avis diffamatoire. Et cela, c'est en soi un délit. Partager des propos délictueux revient en effet à les diffuser bien au-delà du cercle de leur auteur initial. Depuis cette jurisprudence, on peut signaler un cas emblématique où le ministère public valaisan a convoqué 700 personnes suite à une vague de commentaires haineux abondamment partagés. La victime, une serveuse de restaurant qui avait simplement dû expliquer à des clients que la carafe d'eau était payante. L'accent des autres avec les médias francophones publics. Le Canada vient de franchir une nouvelle étape dans la lutte contre le coronavirus avec la vaccination obligatoire donc pour les employés fédéraux. C'était un engagement du Premier ministre Justin Trudeau lors de la dernière campagne fédérale. Benoît, les conséquences seront bien réelles pour les employés récalcitrants. Oui, on le disait, ceux qui refusent devront demeurer à la maison sans être payés et ceux qui font une fausse déclaration de vaccination pourraient même être carrément congédiés. Voici le premier ministre Justin Trudeau au moment de l'annonce. Les directives que nous allons partager dans les semaines à venir vont être extrêmement claires sur quelles seront des exemptions acceptées, mais je peux vous dire qu'il ne va pas en avoir beaucoup. Un fonctionnaire qui n'aurait reçu qu'une seule dose de vaccin d'ici la fin octobre aura droit à un délai de 10 semaines pour recevoir la deuxième. Alors, question sur le plan légal, Benoît, le gouvernement peut-il imposer la vaccination à ses employés? Des experts en droit du travail croient qu'il pourrait y avoir des contestations devant les tribunaux. Voici Marianne Plamondon, une avocate spécialisée en droit du travail. Prenons par exemple un employé en télétravail qui réussit très bien à garder la même productivité depuis le début de la pandémie. Où est la nécessité d'aller jusque-là pour ces travailleurs-là? Et, c'est sûr qu'il y a certains secteurs de la fonction fédérale où on n'avait pas le choix d'aller là parce qu'il y avait trop de contacts et ce sera plus facile à justifier pourquoi on a décidé d'aller vers la vaccination obligatoire. Selon le premier ministre Trudeau, plus de 80% des fonctionnaires fédéraux sont doublement vaccinés. Il est aussi question de la vaccination en Suisse avec une proposition qui a fait long feu. C'était une idée du gouvernement. Si vous parvenez à convaincre un ami sceptique de se faire vacciner, eh bien, vous recevrez un bon d'achat de 50 francs suisses, soit 46 €. C'est une idée qui a fait l'unanimité, ou presque, contre elle, Pierrand. Les cantons auraient dû la mettre en œuvre et en effet, Olivier, il tire à boulet rouge sur l'idée. Outre le risque de monstre bureaucratique, il dénonce l'inégalité de traitement avec tous ceux qui se sont vaccinés spontanément dans l'espoir de sortir plus rapidement de la pandémie. Et puis surtout, il voit un vrai problème éthique à introduire ainsi une incitation financière dans le domaine de la santé. Pierre-Alain Schneck dirige les affaires sanitaires dans le canton de Berne. Est-ce qu'on va payer demain les gens qui vont faire un test de dépistage d'un cancer X, Y ou Z? Je crois que là, on doit faire très, très attention. On ouvre, à mon avis, des portes qui pourraient être très difficiles à refermer par la suite.
Et d'ajouter la gratuité des dons d'organes ou du don du sang, ces gestes de pure solidarité qui pourraient être remis en cause. Alors on comprend que le gouvernement va certainement reculer sur ces bons de 50 francs suisses. Du coup, que vont faire les autorités si elles veulent stimuler la vaccination ? C'est toute la question. Avec 65% de sa population qui a reçu au moins une dose, la Suisse est loin d'avoir atteint l'immunité collective pour affronter l'hiver ou assouplir les restrictions sanitaires. Alors au-delà des campagnes d'information, les cantons romans plaident pour la prise en charge par l'État d'une sérologie. Cela permettrait aux hésitants de savoir s'ils ont été en contact avec le virus. Si oui, ils seront rassurés de n'avoir besoin que d'une dose. Et sinon, la réponse de l'infectiologue Alessandro Diana. Quand vous avez une sérologie négative, la personne hésitante réalise au fait qu'il n'a aucune protection face à ce delta et ça lui permet un choix conscient de dire oui, je prends la décision de me vacciner, non, je ne la prends pas. Et si jamais on a la malchance d'avoir une complication, c'était un choix éclairé qui était fait à l'avance. Une piste parmi d'autres donc, dans l'espoir relatif de vaincre le scepticisme face à la piqûre. Et au sujet de la vaccination encore, on notera que le Burundi, l'un des derniers pays au monde à ne pas avoir encore commencé à vacciner sa population, le Burundi donc devrait, Nicolas, recevoir ses premiers vaccins dans les prochaines semaines. Oui, entre le 25 octobre et le 15 novembre, si tout va bien, dit le ministre burundais de la Santé. La première vague de Covid avait été minimisée au Burundi pendant des mois. À ce jour, seuls 3 pays n'ont pas encore commencé de campagne de vaccination contre le Covid, le Burundi, l'Érythrée et la Corée du Nord. On va rester en votre compagnie, Nicolas, pour RFI, avec cette crise d'une rare intensité depuis une semaine maintenant entre la France et l'Algérie. 60 ans après la fin de la guerre d'Algérie, des propos d'Emmanuel Macron ont mis le feu aux poudres. Oui, selon le quotidien Le Monde qui couvrait la semaine dernière une rencontre entre le président français et des enfants de protagonistes de la guerre d'Algérie, le chef de l'État a déclaré que l'Algérie, d'après l'indépendance, s'était construite sur une histoire totalement réécrite, une rente mémorielle entretenue par le système politico-militaire. Emmanuel Macron se serait aussi interrogé lors de ce rendez-vous sur la réalité de l'existence d'une nation algérienne avant la colonisation française, sujet hautement sensible s'il en est en Algérie. La réponse d'Alger à ces propos qualifiés d'inadmissibles ne s'est pas fait attendre. Les autorités ont aussitôt rappelé leur ambassadeur à Paris et décidé le lendemain d'une interdiction de survol du territoire pour les avions militaires français qui interviennent notamment en soutien de l'opération Barkhane au Sahel voisin. Alors Nicolas, comment expliquer cette sortie du président français ? Eh bien, de bons connaisseurs du dossier estiment que ce n'est pas un dérapage, mais le signe d'une exaspération de l'Élysée face à l'immobilisme d'Alger, malgré les gestes d'Emmanuel Macron, notamment dans le dossier de la mémoire entre les deux pays. D'autres pointent un discours électoraliste à l'approche de la présidentielle. La guerre d'Algérie reste un souvenir douloureux pour des millions de Français, dont de nombreux d'origine algérienne. Merci à vous Nicolas Sûr pour RFI. Et merci à tous les contributeurs. On se retrouve comme d'habitude, si vous le souhaitez, la semaine prochaine à la même heure.